La jeunesse, et oui, cette jeunesse qui constitue l'avenir du monde, l'avenir de notre continent Afrique, en tout cas, cette jeunesse a toujours été au cœur des politiques et stratégies de développement engagées dans la plupart des pays africains. Il faut dire que la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise également, entend écrire sa propre histoire pour se mettre au diapason du développement du monde. Le tout dernier forum, le New York Forum Africa, réuni au Gabon à Libreville, a bien eu le mérite de poser les bases du développement de l'Afrique avec comme point d'ancrage, entre autres, le numérique. Évidemment, c'est dans ce secteur du numérique que le jeune aujourd'hui entend se forger un chemin. Le numérique qui constitue un vivier d'emploi est de plus en plus exploité par une jeunesse qui de plus en plus développe sa créativité dans ce domaine. Et Véron, vous avez été vous également présent à Libreville au Gabon et vous savez que Libreville a eu le mérite de réunir un forum qui a pratiquement réuni décideurs politiques, jeunes, entrepreneurs et mouvements associatifs pour essayer de réfléchir sur le devenir de l'Afrique. Vous avez vous-même pris la parole et pour encore promouvoir vos idées, promouvoir votre invention. A priori, nombreux croyaient que le New York Forum était une affaire gabonaise parce que organisée par les Gabonais. On ne peut pas dire que le New York Forum Africa est une affaire gabonaise si on aurait appelé ça New York Forum Gabon. C'est ma deuxième participation à ce forum et la première fois déjà l'année passée, on avait toujours au Gabon aussi. Toujours au Gabon. Ouais. On était dans cette lancée où on voulait réunir autour d'une même table les décideurs politiques, les entrepreneurs et ces jeunes entrepreneurs qui sont en train de monter. Et cette année-ci, ils ont encore mis l'accent sur l'entrepreneuriat parce que on ne peut pas dire qu'en Afrique, l'entrepreneuriat, c'est juste une histoire de grands groupes. Il y a aussi de petites entreprises comme les nôtres qui sont en train de venir. Et on a très petites entreprises. Très petites entreprises qui doivent profiter de l'expérience de nos grands frères. Ouais. Et quand je parle de nos grands frères, notez qu'au New York Africa, c'est la plus grande concentration de financiers au mètre carré en Afrique. Donc, pour être quelqu'un qui voyage beaucoup, je peux vous dire qu'on a un forum de New York Africa, on partage plus de cartes de visite que durant toute l'année quand on visite. C'est l'endroit où il faut être quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et quand on veut mieux comprendre l'Afrique parce que vous vous retrouvez avec un panel de personnes, que ce soit de l'industrie, que ce soit la politique, que ce soit... Enfin, ça traite de diverses... Et New York Forum a eu le mérite de recenser pratiquement toutes les meilleures idées dans un continent qui bouillonne aujourd'hui. Exactement, dans un continent qui bouillonne. Aujourd'hui, on a dépassé le milliard d'habitants et il était important... Un grand marché. Pas un marché en tant que tel, mais une myriade de petits marchés qui représentent en ensemble un grand marché. Et il était intéressant d'avoir les meilleurs feedbacks on va dire de toutes les régions d'Afrique et ça a été fait et je pense que tous ceux qui étaient là ont profité de cette expérience-là. Parce que c'était assez intéressant d'apprendre par exemple au Rwanda, la création d'entreprises se passe en moins d'une journée, qu'il y a 10 000 entreprises qui se créent chaque année, ça ouvre l'esprit d'autres personnes, d'autres dirigeants en tout cas qui sont dans d'autres pays où c'est un peu plus difficile que ça. C'est un pays qui a été présenté là-bas comme un modèle en Afrique. Pourquoi Personnellement, je considère le Rwanda comme étant un modèle, surtout dans l'entrepreneuriat. Un modèle de quoi? Voilà. Dans l'entrepreneuriat. Je le tire de ma propre expérience. Je me rappelle en 2009, dans quelques mois, VMK va fêter ses 4 ans. En 2009, quand je suis parti créer l'entreprise VMK au CFE, je ne savais pas ce que c'était la CNCS, je ne savais pas qu'il fallait payer les impôts. Donc, Vous êtes allé comme ça? Je suis passé comme ça, j'ai eu mon RCCM et quelques semaines plus tard, j'étais surpris de voir les gens de la CNCS qui sont généralement, quand ils viennent vous voir, ils ne sont pas si courtois. Et donc, voilà. Donc, pour les jeunes, quand ils se lancent en entrepreneuriat, il n'y a pas beaucoup de communication de la part de ces institutions. Et ce que j'ai appris du Rwanda, c'est que eux, quand vous venez créer votre entreprise, non seulement il y a un guichet unique pour toutes on va dire ces courses administratives, mais aussi il y a on va dire une défiscalisation pour certains types d'entrepreneurs, par exemple les jeunes qui sont moins chargés que les grandes entreprises quand ils se présentent. Et moi je considère que c'est quelque chose d'assez important parce que tous les jours ici je parle d'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas parler d'entrepreneuriat auprès d'un étudiant qui doit dépenser par exemple 75 000 pour aller s'enregistrer au CFE et qui après doit dépenser de centaines de mille pour avoir la patente et ensuite dépenser encore beaucoup plus que ça pour partir à la CNCS. Non.
le bon feedback que j'ai reçu du Rwanda, c'est cette expérience où il décharge l'entrepreneur à la création pour le charger, on va dire, dans le temps. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, Vérôme, je vais revenir un peu sur un aspect de votre intervention au New York Forum. Et vous êtes intervenu d'ailleurs sur un panel qui parlait des nouveaux consommateurs africains. Et pourquoi nouveaux consommateurs? Mais avant qu'on y arrive, je vous propose donc de suivre cet extrait de votre intervention. Then we have the star, Véronique Mankou. So, lots of good things, lots of growth, lots of excitement, but also a lot of ground to cover to have internet, knowledge, and access to the web everywhere in Africa. So I'd like to start the panel by asking a question to Véronique. I remember Véronique last year. You really did a good job. I was ready to buy your company, by the way. You were very excited. You've introduced $100 tablet and lots of things, lots of promise. So after a year, have you delivered your dream and you promised? And second question also for you. When you are an entrepreneur in Africa, you start local, then you move to global. Can you be a global company in your wildest dream? Il faut dire qu'en 3 ans, nous avons beaucoup appris. Il y a 3 ans de cela, nous annoncions notre premier produit qui était une tablette tactile. Et il se trouvait qu'elle était la première conçue en Afrique. Et il y a eu une bonne réaction du marché. Il y a eu un gros buzz qui s'est créé. Beaucoup de gens étaient intéressés par ce produit. Mais il s'est passé quelque chose de drôle. Et cette chose, je pense que tous ceux qui se sont lancés dans le marché européen ne l'ont pas vécu quand ils sont arrivés dans le marché africain. C'est-à-dire, c'est que quand, par exemple, vous êtes en Occident, vous lancez un produit comme une tablette, tout le monde sait ce que c'est une tablette. Ce qui fait que après le buzz vient la phase d'achat, la commercialisation. Et nous, dans notre cas, nous étions pionniers ici. Nous avons lancé donc notre tablette et bien que les gens se sont rendus compte que c'était vraiment une avancée technologique, mais la première question c'était qu'est-ce qu'on fait avec une tablette? Ce qui fait qu'avant de commercialiser, avant de vendre chaque tablette, nous étions obligés de faire ce qu'on appelle l'évangélisation ou de l'éducation. C'est de dire aux gens, bon voici, avec une tablette tu fais ça, tu passes par là, ainsi de suite, les usages sont celles-ci. Voilà, c'était un peu une particularité que d'autres n'ont pas rencontrée dans d'autres marchés. Mais nous avons réitéré notre expérience dans les nouvelles technologies en lançant un smartphone, le smartphone Elikia que j'ai ici. Et là, la réaction était différente parce que les gens savaient c'était quoi un téléphone et donc naturellement ils sont tous rentrés dans cette brèche que nous avions ouverte. Et il s'est passé quelque chose aussi de très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres nous disent qu'il y a 500 millions de téléphones en Afrique, dont 15 millions de smartphones. Ça, c'est les chiffres les plus récents. Mais ce que ces chiffres ne disent pas, c'est que la plus grande majorité de ces téléphones qui sont vendus en Afrique sont des téléphones de seconde main. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un phénomène qui fait qu'on suit beaucoup les tendances, mais nous n'avons pas les budgets qui vont avec. Ce qui fait que les gens préfèrent, quand ils veulent avoir un téléphone classe, c'est d'attendre que ce téléphone arrive au marché d'occasion. Et ce qui fait que le pourcentage de téléphones vendus, au fait, neufs, sont, je pense que relativement bas. Et quand on parle de 500 millions de téléphones, je pense qu'une minorité sont des téléphones neufs. Alors pourquoi finalement nouveaux consommateurs? On dit nouveaux consommateurs parce que, qu'on le veuille ou pas, l'Africain ne répond pas au même code que les consommateurs des marchés comme l'Europe, l'Amérique ou l'Asie. Nous avons une culture différente d'abord, et de cette culture,
on a assemblé ces bouts de code qui font que l'Afrique devient une myriade de marchés où chacun réagit par rapport à ses croyances ou sa culture. Par exemple, on ne peut pas faire une pub sur le jambon au Maroc, alors qu'on peut le faire au Congo. Donc voilà, ces consommateurs, ils ont leur propre code, ils ont appris, par exemple, de la télé, mais ils ont aussi beaucoup appris de la tradition. Et ces consommateurs sont importants parce qu'on doit les comprendre, on doit les connaître pour mieux répondre à leurs besoins. Voilà pourquoi on a parlé de nouveaux consommateurs africains, parce que c'est la cible, en fait, du marché. Quand on sait que l'Afrique aujourd'hui a plus de personnes qui sont dans classe moyenne qu'un pays comme la Chine, quand on sait que l'Afrique aujourd'hui a plus de personnes avec des revenus intermédiaires que l'Inde, quand on sait que 53% des consommateurs africains sont de la tranche de 16-34 ans, les revenus personnels, on se dit qu'il faut mieux les comprendre. Et un panel était important pour savoir de qui il s'agissait, pour mieux les cibler. Lorsqu'on revient d'un tel forum, a-t-on quelque chose à partager à ses confrères qui n'ont pas été et qui sont restés ici? S'il y a quelque chose à partager à d'autres jeunes qui se cherchent, qui ont des idées, qu'est-ce que vous leur direz? Je n'ai pas attendu d'aller au New York Forum pour faire ce même partage, et mon message que je donne tous les jours quand je suis en face des jeunes, il est permanent, ce message. Il est permanent, c'est la passion. Je leur dis d'être passionnés, parce que je pense qu'on ne peut pas s'en sortir dans un environnement hostile. L'environnement hostile n'étant pas le Congo, mais l'entrepreneuriat est un environnement hostile. On ne peut pas s'en sortir dans un environnement hostile quand on n'est pas passionné. Qu'est-ce qui fait l'hostilité de cet environnement? Mais l'hostilité de cet environnement, c'est d'abord la concurrence, premièrement. Vous vous lancez, à moins d'être chanceux comme nous sommes lancés dans un domaine où on n'avait pas de concurrence sur tout le continent, mais généralement, quand vous êtes dans les services... Il y a la concurrence déjà. Quand vous êtes dans les services, il y a la concurrence. Et quand vous êtes jeune, vous vous lancez, vous partez du mauvais pied, parce que je considère qu'on va dire 99% des jeunes n'ont pas le financement qu'ils ont au départ. Et le financement, pour l'obtenir en Afrique, c'est un très gros problème quand on sait que toutes nos banques sont commerciales, il n'y a aucune banque d'investissement. On n'a même pas d'initiative qui soutiennent ces jeunes entrepreneurs. Du coup, on a besoin d'être passionné pour ne pas être bloqué quand on manque de financement, quand ça devient dur. Non, la passion, moi je pense que la passion, c'est ce qui nous réveille la nuit pour travailler. Et quand on n'est pas passionné, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour nous. D'accord. Giovanni, c'est un message qui vous est directement adressé. Lorsque vous-même, jeune, aujourd'hui, vous vous lancez dans cet environnement assez complexe, assez difficile, mais vous avez pris le risque de vous jeter la tête dans l'eau. Alors, vous créez Imonet. Oui. C'est aussi le risque. La passion, l'aviez-vous ce jour-là, que la première idée est arrivée en vous? Oui, M. Jean-Pierre, comme le dit Jérôme tout à l'heure, il n'y a pas de grande réussite sans passion. La passion, c'est vraiment la base de... C'est ce qui guide l'action. Qui guide l'action de tout ce qui est fait. Parce que il faut aussi dire que les difficultés sont énormes. Les difficultés ne sont pas seulement d'ordre financier, mais surtout aujourd'hui, la difficulté qu'il y a à constituer une équipe, la difficulté qu'il y a aujourd'hui à dépasser les préjugés, parce que vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans un système assez fermé dans lequel, quand vous voulez faire quelque chose, il y a énormément de mauvaises voix qui vont vous dire non mais tiens, tu es trop jeune, tiens, tu vas pas réussir, ça ne marchera pas, ainsi de suite, parce qu'il y a un tel qui a fait. Mais évidemment, c'est cette passion qui va aujourd'hui vous animer, aujourd'hui qui va vous réaviver, dit non, c'est possible de faire la chose. Évidemment, il y a un certain cursus. Au bout du compte, qu'est-ce qui motive finalement, après tous ces blocages et toutes ces idées qui vous déconseillent de vous jeter dans l'aventure, mais à la dernière minute, il y a cette impulsion, il y a cette idée qu'on prend. Qu'est-ce qui vous amène à dire ah non, je vais partir? Oui, qu'est-ce qui vous rassure finalement? Ce qui rassure, moi, à mon avis, je pense que c'est d'abord l'envie de faire quelque chose. L'envie aujourd'hui de dire que j'y existe, je suis capable de pouvoir réaliser ce que je fais. Ce que je fais, je peux le faire. Parce qu'une fois que je le réalise, c'est une réussite en soi, dans la mesure où on l'a fait. Et même lorsqu'on ne réussit pas la chose, parce que c'est une chose qu'il faut le dire, on ne réussit pas à tous les coups, mais au moins cette fierté d'avoir dire que je suis quelqu'un qui peut faire quelque chose, qui a suivi sa passion, qui a dit que je voulais faire quelque chose. Et après, on gagne toujours une expérience dessus que l'on peut transmettre à une personne. Et vous créez Imonet. Imonet, c'est quoi finalement? Alors, Imonet,
j'ai toujours, avant de répondre à la question, je dis toujours, Imonet, c'est une belle histoire. Belle histoire parce que elle est encore très jeune. Je me dis, Imonette, c'est une femme, c'est la petite sœur de Vérum, de VMK. Si vous pouvez le dire dans ce cas. Allez-y, vous êtes ensemble. Voilà, elle a revalidé. Oui, allons-y. Donc voilà, elle commence en juin 2012. Mais d'abord, il était question de constituer, résoudre un problème. C'est là où est commencée la base de la chose. Évidemment, je voulais entreprendre. On veut tous entreprendre. Mais après, vient le grand problème de l'idée. Dans quel secteur je vais me lancer? Où je vais me lancer? Qu'est-ce que je vais me lancer? Et je me suis dit une chose. C'est que aujourd'hui, mon entreprise ou mon action ou mon œuvre doit aujourd'hui apporter à contribuer quelque chose d'important au niveau de mon pays d'abord, le Congo où je suis, l'Afrique en général et pourquoi pas le monde. Aujourd'hui, au Congo, on est un secteur, l'immobilier. L'immobilier, que l'on ne veuille ou pas, c'est un secteur qui touche tout le monde ou qui touchera tout le monde, qui que l'on soit. Un jour, on aura besoin de louer une maison. Tout à fait. Un jour, on aura besoin de construire. Un jour, on aura besoin de vendre, de mettre sa maison en location. Que l'on veuille ou pas, c'est comme manger, c'est comme boire. C'est un secteur dans lequel on peut pas. C'est une exigence majeure. Oui. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, quel est le problème? Le problème, c'est les contraintes aujourd'hui liées. Je parle précisément de mon pays parce que je suis le Congo, je sais comment est-ce qu'on vit. Les contraintes qu'il y a à accéder au logement. Pas d'abord question au coût de logement, mais d'abord l'accessibilité. Comment trouver une maison? Vous voyez aujourd'hui toutes ces tracasseries parce qu'il vous faut aller dans un coin, il faut trouver une personne avec un tableau, ils vous demandent de payer des choses que vous n'avez pas vues, vous voyez, ils vous font balader toute la vie, tout ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, il était question d'apporter une solution. Donc d'abord de professionnaliser le secteur, parce que c'est un secteur qui est professionnel, qui demande une expertise de faire la chose, et juste après, la simplifier. Aujourd'hui, je me suis posé la question, comment je peux la rendre accessible à tout le monde? Mais aujourd'hui, l'Internet, tout le monde, aujourd'hui peut-être pas tout le monde, mais l'Internet devient de plus en plus accessible aux gens. Et aujourd'hui, grâce à Internet, on peut faire des choses extraordinaires. Et pourquoi ne pas rassembler ces deux secteurs? Donc, le professionnalisme de l'immobilier et l'accès à l'Internet. Les rassembler, donc donner aujourd'hui la possibilité à une personne de faire une recherche depuis son téléphone, dans sa chambre, dans son véhicule. C'est encore beaucoup plus simple que de courir toute la ville de Brazzaville. Tout à fait. Donc voilà aujourd'hui... donc en quelque sorte une agence immobilière. Voilà, numérique. Une agence immobilière numérique, exactement. On aura l'occasion de faire la démonstration. D'accord. Vous, qui avez peut-être une légère avance, une avance dans ce domaine complexe, assez délicat, est-ce que quel regard avez-vous sur ce jeune qui également se cherche et qui veut percer dans ce monde du business? Je pense que c'est une bonne guerre parce que il se lance dans un secteur même assez intéressant. C'est pas vraiment le secteur de l'Internet qui est intéressant, mais c'est le secteur du contenu. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler fibre optique. Elle arrivera certainement un jour, cette fibre, mais quand elle arrivera, les gens vont faire quoi de cette capacité? Et pour cela, il faudra qu'ils puissent consommer. Je pense que c'est bien d'aller sur YouTube, c'est bien d'aller sur Yahoo, c'est bien d'aller sur ces sites, mais il nous faut aussi des start-up, on va dire des stars en termes de start-up en ligne, ici sur place. Et le cas de Imonette est un cas assez intéressant. Tous ceux qui sont locataires, on connaît cette difficulté qu'on a à trouver un logement ici. Et le fait est que c'est simplifié dans la mesure où on utilise un terminal, que ce soit une tablette, que ce soit un téléphone, que ce soit un ordinateur, pour avoir accès à ce contenu, avoir accès donc à cette maison est quelque chose d'assez intéressant. Et c'est à ce niveau que se situe le mérite du numérique. Ça, ce niveau on peut entreprendre exactement dans pratiquement tous les domaines en utilisant le numérique. La force du numérique, c'est de donner à tout le monde accès à la connaissance au même niveau d'égalité. C'est-à-dire la personne qui est derrière son bureau et la personne qui est dans la rue avec son smartphone peuvent avoir le même type d'informations. Et c'est là où on peut dire que c'est un très bon projet parce que ça répond aussi à un besoin bien établi. Parce que je me rappelle avoir lu quelque part que les meilleures idées d'entreprise, ce sont les réponses aux questions que les gens se posent. Comment puis chercher une maison à louer? Comment trouver la vraie maison? Parce qu'il a bien dit. Je me rappelle, à l'époque, quand je cherchais une maison, j'ai payé plusieurs démarcheurs. C'était des maisons fictives. Ouais. Bon, maintenant, pour une fois qu'on a accès en numérique à cette maison, avant de payer, c'est une bonne chose. Maintenant, comme l'Internet est encore jeune, il y a bien sûr beaucoup de problèmes que ça va soulever, mais avec l'expérience, on va chercher à pallier à ces problèmes-là. Et quelles sont vos offres actuellement?
Oui, actuellement, nous, évidemment, dans le concept de e-money, nous parlons plus, le terme qui reste, c'est solution. C'est dans cette philosophie qu'aujourd'hui, toute l'équipe d'e-money s'instruit. C'est que peu importe ce que vous voulez apporter, ça doit être une solution dans la chose. Évidemment, aujourd'hui, e-money a déployé, après avoir passé un certain temps d'expérience, parce qu'il était question de bien comprendre le marché, bien comprendre le besoin, bien comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui on pouvait apporter quelque chose de nouveau, d'un peu plus avancé et de différent surtout dans la chose. Alors, e-money, nous avons développé 3 solutions actuellement qui cadrent vraiment avec des secteurs bien précis, avec un profil bien précis. Le premier, c'est ce que nous avons appelé l'immo-courtage. L'immo-courtage, en fait, c'est la solution pour toutes ces personnes aujourd'hui qui sont à la recherche d'une maison de façon sécurisée. Parce que rechercher une maison est un point, trouver une maison est un point. Voilà, voilà, trouver une maison de façon sécurisée aussi est une autre chose. Parce qu'aujourd'hui... Pourquoi sécuriser? Sécurisé dans la mesure où ce que un agent immobilier, parce que n'oubliez pas que c'est un conseiller d'abord, avant tout. Et aujourd'hui, ce conseiller doit être en mesure de pouvoir rassurer, de sécuriser son client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je viens me confier à une société immobilière ou une agence immobilière, ça doit être quelqu'un aujourd'hui qui m'accompagne dans toutes les démarches. Il est question de rechercher, il est question de trouver, et ensuite parce que toutes les démarches qui vont s'accompagner, c'est-à-dire que même le contrat de bail, votre agent immobilier doit être quelqu'un qui doit être en mesure de pouvoir interpréter. Et évidemment, c'est ce que nous avons fait. Nous faisons. C'est la faiblesse à ce niveau d'ailleurs. Voilà, c'est ce que nous faisons parce que je parle de 2 principes importants. L'Internet n'est qu'une partie. Mais l'autre force qui a été développée, parce que tout le monde aujourd'hui peut faire un truc sur Internet, un site ou bien développer une application, c'est un point. Mais d'abord, la grande force, c'est apporter l'expertise de le secteur immobilier, parce que c'est tout un domaine. Aujourd'hui, c'est comme vous allez voir un médecin, c'est comme vous allez voir un notaire. Ça doit être quelqu'un aujourd'hui qui a le langage de pouvoir vous protéger dans la chose. Donc, l'immo-courtage, c'est cette solution que ça va développer. Non seulement elle est simple, parce qu'elle permet à nos clients de pouvoir... d'abord, trouver des maisons sur Internet et tout, voir les images avant de partir, mais surtout la sécurisation qui est apportée. Donc, il est possible de visiter la maison sur Internet avant même de la rencontrer physiquement. C'est ça la solution que nous avons d'abord commencé, voulu apporter par ce premier produit. Et puis juste après vient le service de gestion qu'on appelait Immo-Gestion. Immo-Gestion, c'est une solution que nous avons développée en service 5 en 1. C'est-à-dire que c'est un paquet de 5 services que nous avons assemblés en un seul, qui est dédié principalement aux promoteurs immobiliers. C'est-à-dire qu'un monsieur Jean-Pierre qui vient de construire sa maison tout à l'heure, il veut pouvoir la commercialiser, mais la commercialiser, il y a un danger. Il n'est pas seulement question de trouver un client, mais il est question de trouver le bon client qui va, être régulier dans ça veut dire qu'il a le statut, il a les capacités d'être, et deuxièmement, de trouver le client qui va entretenir votre maison. Parce que ça ne sert pas seulement de payer s'il détruit, après vous allez le faire sortir, et après il faut encore beaucoup de choses. C'est des conflits. C'est des conflits. Donc c'est un paquet de 5. En souscrivant à Immo-Gestion, le premier aspect, c'est que, évidemment, il y a le mandat. Nous travaillons avec des mandats de gestion. Le mandat de gestion qui est établi, juste une fois qu'il est établi, il est très professionnel suivi. L'agent, c'est-à-dire que e-money fait une expertise de votre bien. Nous sommes aujourd'hui l'un des premiers à réinventer ce secteur. C'est que nous arrivons, nous faisons l'expertise de votre maison de sorte à l'évaluer. Nous évaluons sa valeur actuellement, comment est-ce qu'elle est. Et aujourd'hui, parce que vous avez l'expertise nécessaire? Oui, exactement. Actuellement, juste à peine hier, jusqu'à 22 h, on travaille sur ce projet sur notre 15e client que nous évaluons sur ça. Et généralement, vous faites de descente de terrain. Oui, exactement. Nous arrivons, nous évaluons. Parce qu'il y a une chose qui est importante, qui fait important. Je pense que les retombées d'e-money ne sont pas seulement à usage personnel, mais même économique. C'est qu'aujourd'hui, il y a un concept très important qui s'échappe. Vous construisez une maison, c'est bien. On sait que les promoteurs disent que ma maison, les conditions de construction sont difficiles. Tout le monde le sait. Mais seulement, qu'est-ce qui vous permet de pouvoir définir le prix que vous faites? Parce qu'il n'est pour éviter l'arbitraire. Il n'est pas seulement question de dire que bon, je dis parce que je donne tel prix parce que c'est ma maison. Mais il se peut que ce prix que vous avez donné est sous-évalué aussi, sans que vous vous en rendez compte. Mais comme on dit dans l'unité, chaque secteur a une unité de mesure. Et l'unité de mesure dans l'immobilier, c'est le mètre carré. Aujourd'hui, combien sont ces acteurs immobiliers qui sont en mesure de dire, au niveau actuellement au centre-ville, actuellement à Poto-Poto, actuellement à Mongali, la valeur aujourd'hui, en juillet 2013, le mètre carré, ça c'est sans compter les commodités, climatisation et tout, fait tant. Mais aujourd'hui, nous avons apporté cette expertise. Est-ce que vous êtes à même de concurrencer un peu cette concurrence sauvage que
que vous imposent en fait les courtiers artisanaux sur le marché? Oui, c'est une question, c'est l'une des premières questions qui m'a été posée au début. Une personne un jour qui m'a dit, non mais tiens, avec ce que tu fais, tu vas envoyer le chômage les autres, ceux qui font le traditionnel. Je dis, mais non, il y a une chose qui est importante dans la concurrence. L'avantage, moi je pense, de la concurrence, c'est qu'elle permet d'améliorer les conditions de vie. Aujourd'hui, lorsque vous apportez quelque chose de meilleur, ce n'est pas que vous voulez effacer les autres. Parce que n'oublions pas, c'est le consommateur final, le client final, qui est vous, qui est votre frère, qui est votre quiconque que vous connaissiez, qui va bénéficier de ça. Mais si aujourd'hui les solutions que nous apportons sont qui apportent simplicité, innovation et assurance à nos clients, c'est aujourd'hui une façon de pousser les autres aussi à mener. Parce que quand les autres viendront, après ils vont dire non, on va faire un plus. Et exactement, c'est cette étape progressivement que notre pays se développe exactement. Voilà. Ça salue. Ben oui, c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative dans la mesure où non seulement que c'est d'abord une solution technologique, mais c'est un jeune qui se lance et le jeune a bien appris ses cours et il semble savoir ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est assez intéressant. Vous savez, il y a aussi une relation de confiance qui doit exister entre un client et, on va dire, le vendeur. Et si cette relation de confiance est instaurable sur le net au Congo aujourd'hui... La confiance vient de quoi? Ben, la confiance... De l'apparence simplement de la personne qui est en face de vous? C'est pas l'apparence, c'est la qualité de service. Oui. Voilà. Si mon frère apporte une meilleure qualité de service que les courtiers qui sont en route, c'est une bonne chose. Mais le plus dur, ça ne sera pas seulement d'apporter cette qualité de service. Le plus dur, ça serait de dire aux gens, ben, aujourd'hui, quand vous voulez une maison, pensez Internet avant de penser traditionnel. Et ça sera son plus grand combat que je constate. Et ça, il est parti pour une bonne guerre. Alors finalement, moi, au début, je parlais des stratégies de développement. On a tendance, partout, on parle de la jeunesse. Les jeunes, l'avenir de demain. Les jeunes. Est-ce qu'on en fait un peu? Vous sentez-vous, les jeunes se sentent-ils véritablement pris en charge par les politiques envisagées, par ce qui se dessine, par les initiatives? Je suis quelqu'un qui... Vous avez, vous, une petite expérience dans ce domaine de l'entrepreneuriat? Très petite expérience, en effet. Je suis incapable de dire si, en effet, cette jeunesse est suivie parce que je n'ai pas toutes les données à ma connaissance. Je n'ai pas la science infuse. De par votre propre expérience. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire, surtout en matière d'éducation. Moi, je considère que l'éducation, c'est le point essentiel qui nous manque ici. Parce que nous sommes pendant la période des vacances, on reçoit beaucoup de demandes de stage et tout. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de beaucoup parler de diplômés sans emploi. C'est bien beau. Le nombre grandit exponentiellement. Mais on oublie souvent de parler de diplômés sans formation. Parce qu'il y a beaucoup de magouilles aujourd'hui qui se passent dans ce secteur de l'éducation. Il y a des gens qui vont à l'école, ils finissent avec un niveau BTS, un niveau licence. Bon, ils sont sur le papier. Mais quand on les teste, ils n'ont même pas ce niveau-là. Et moi, je pense que l'éducation devrait être le secteur où on devrait plus mettre... beaucoup d'investissements. Beaucoup d'investissements. Parce qu'une entreprise comme la nôtre, nous sommes lancés dans un secteur assez difficile. Assez difficile parce que, voyez-vous, quand je me rappelle, quand on s'est lancé, les gens ont parlé.